Pour moi, la créativité, c'est la réalisation des rêves puis de l'imaginaire. Bienvenue à votre émission L'art et la créativité. Je suis très bien accompagnée aujourd'hui avec Jean Pronovo. Merci d'être là, Jean. Merci, Luce, pour ton invitation. Oui, je suis très contente parce que, bon, on va te découvrir petit à petit. Mais avant tout, quel est ton objet fétiche? Qu'est-ce que tu nous as apporté et pourquoi? Mon objet fétiche, c'est une reproduction d'une œuvre d'art Zapotec que j'ai fait en bronze. Il y a à peu près une dizaine, non, même plus, une quinzaine d'années, facilement. Donc, c'est mon premier bronze. Puis, je l'ai fait à l'époque parce que j'adorais, puis j'adore encore les cultures préhispaniques. C'est ça. Pour leur talent d'orfèvre dans ce cas-ci, mais aussi pour leur imaginaire, puis tout ce qui concerne la mythologie. Ça fait que je m'étais donné mythologie. Ouais, c'est ça. Je m'étais donné comme défi d'aller faire ces petites reproductions-là. Puis, pour son aspect technique, ses petites finesses, ses petits détails. Puis, en plus, c'est le dieu des orfèvres, c'est le dieu des artistes aussi. Donc, ça te va bien, là, un artiste. Oui, ouais, c'est ça. Puis, il reste avec moi, puis mes clans de Tepocli, puis tout ça. Il y a quelque chose qui m'inspirait dans cette pièce. Ouais, et justement, tu es un sculpteur et muraliste, peintre, entre autres. Donc, comment tu es arrivé à l'univers justement des arts? Comment ça a paru dans ta tête? Je vais être artiste. Ça date de longtemps. Je pense que j'ai peut-être même aucun souvenir de la première fois que c'est peut-être c'est dans les gènes, c'est dans le ça passé. Ça venait de ton père, ta famille, il y a des artistes. Du côté de ma mère, il y a beaucoup d'artistes. Sa mère était peintre. Dans sa famille aussi, il était peintre, il était artiste. Okay. Ma mère, qui est professeure d'histoire de l'art, Toto m'a fait découvrir l'art. C'est pour ça que je dis que j'ai des souvenirs là, très, très tôt d'avoir dessiné. Mais c'était à quelques mois où ce que ma mère, pour peut-être stimuler ma sensibilité aux arts, me donnait des crayons. Puis là, je jouais avec ça, je faisais des dessins avec ça, puis je m'amusais. Puis même avant marcher, j'imagine. Peut-être, oui, parce que c'était quelques mois. Là, ma mère m'a montré récemment ces dessins-là. Puis elle partait avec ça, puis elle montrait ça à ses étudiants pour leur faire voir, pour leur faire connaître qu'est-ce que c'était l'art naïf. Oh, wow. Donc j'ai fait de l'art naïf avant même de marcher. de marcher, oui, c'est ça. Puis après ça, j'ai continué. C'est une longue histoire, mais j'ai continué beaucoup à dessiner. Puis ensuite de ça, j'ai continué à faire des modèles réduits. Puis c'est drôle parce que les modèles réduits, quand j'y repense aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu le moteur de qu'est-ce qu'a été mon idée pour faire de la sculpture. OK. Parce que, moi, je suis l'aîné de 5 enfants. J'avais pas les moyens de me payer ça, tu sais. Puis non seulement ça m'a motivé... ça? Ben c'est ça. Tu sais, mes parents pouvaient pas me payer des beaux petits modèles réduits, fancy, tu sais. Fait que, puis moi, j'adorais cet univers-là de passer du temps puis de construire quelque chose avec des morceaux, peinturer ça, puis mettre ça dans une maquette après. Puis là, je tripais là, complètement. J'étais vraiment enthousiasmé par l'idée. Puis, donc, il a fallu que j'aille passer les journaux pour aller me payer ces modèles réduits-là. Mais non seulement l'idée de passer les journaux à l'époque pour me payer ce petit luxe-là d'enfant m'a permis de le réaliser, le rêve de faire des modèles réduits. Mais aujourd'hui, ça m'a aussi stimulé à comment parvenir à réaliser des œuvres d'art. Parce que dans un monde aussi fou que le nôtre, bon, l'art n'est pas mis sur la scénette. Là, donc, c'est pas donné. Il faut trouver de l'argent pour faire ça. Ça coûte des instruments, des ateliers, des ci, des ça. Puis à l'époque, c'est drôle, ça me l'a fait passer des journaux, puis de travailler pour
De gagner. Construire, ouais, c'est ça. Avant, c'est ça, de trouver l'argent, puis après ça, bon, on peut se payer le luxe de créer, tu sais. Fait que jeune, ça m'a peut-être un peu rodé, là, pour utiliser ce terme-là, pour Homme réussir à faire aussi, de t'es un l'art. homme d'affaires en même temps. Là. Ouais, ben, il a fallu justement que j'invente que je crée cette entreprise-là. Une entreprise de peinture murale. C'est ça, parle-moi de ça, ouais. par rapport à ton sculpture et puis les murales. Où est-ce que tu te retrouves plus vis-à-vis de l'un et l'autre? Comment ça se passe? C'est dur parce que au début, j'ai peut-être plus commencé en faisant des murales, peut-être une vingtaine d'années. Là, je peinturais des cases de moto, des Harley Davidson. J'ai fait ça pendant plusieurs années, des pochettes de disques, toutes sortes de projets au airbrush. Donc, sur le plan affaires, moi, c'est certain que ça m'a servi beaucoup parce que, évidemment, j'utilisais l'argent de mes contrats pour l'investir dans ma partie plus artistique personnelle. Pour faire tes sculptures. Pour faire mes projets de sculpture. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que là, je me suis diversifié de telle manière que j'ai des contrats de sculpture, des contrats de moulage, des contrats de décor, des contrats de mural, de airbrush, d'art décoratif, un petit peu comme tous les autres peintres aussi. D'ailleurs, quand on regarde un peu dans le passé, si on regarde Klimt, par exemple, à Vienne, bon... Klimt faisait beaucoup de contrats. Klimt, il faisait des contrats pour vivre, comme Vermeer, comme Rembrandt, comme tous les autres artistes. Ça fait que c'est un petit peu erroné de penser que l'artiste arrive, puis il fait juste son imaginaire, puis il fait juste ce qu'il veut faire, puis il arrive à gagner sa vie avec ça. Non. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est ça. Dans la vraie vie. Bon, il y en a peut-être qui ont cette chance-là, puis qui sont nés d'une fortune, puis qui peuvent se permettre ce luxe-là toute leur vie. Mais je pense aussi qu'il faut un peu, pas nécessairement souffrir, mais il faut faire des sacrifices pour parvenir à faire de l'art. Faut des fois en baver même. Ça donne des meilleures idées, c'est ça, mais il y a aussi ton côté créatif, là. Ça ressort ton côté créatif aussi, parce que tu te mets à la recherche d'idées, des choses, comment faire. Oui, exactement. Ça fait que il y a des choses, aussi en faisant les contrats, il y a des idées, il y a des choses qui vont arriver dans ton parcours qui vont te permettre aussi à être plus créatif ou à peut-être voir le monde aussi d'un autre œil. Oui, c'est ça. Tu as beaucoup exposé déjà en Europe. Ouais. Donc, parle-moi de ces expériences-là en Suisse, je pense. Oui. Et comment cela a été? Comment c'est arrivé tout ça, là? La vie est magique. Quand on travaille fort, bon, il y a aussi, comme le côté sacrifice, tantôt qu'on parlait, tu sais, jusqu'à quel point on a une vision aussi, jusqu'à quel point on a des rêves, tu sais. La passion aussi, la persévérance, la persévérance, ouais, le travail. Moi, j'ai toujours cru beaucoup au travail, que rien arrive pour rien non plus. Il y a des signes aussi dans la vie. Puis, qu'en travaillant fort, puis en n'oubliant jamais ses rêves, on peut bouger les montagnes. Puis, ça paraît un peu anodin de dire ça comme ça, mais moi, ça m'a toujours surpris la force incroyable de l'imaginaire, des rêves, puis du travail pour y arriver. On peut réaliser de cette manière-là des rêves absolument fous, insensés, des rêves qui sont absolument hors de notre portée. C'est ça, mais tu vois tous les concrétistes, là. Puis oui, puis les expositions, les premières expositions, je pense dans les années autour de 2000, ça a commencé à New York, et après ça a été en France, après ça a bougé beaucoup, Chicago, New Jersey, en Suisse, je l'ai dit, bon... on l'a dit tantôt, puis... Vienne aussi, tu avais Vienne aussi, puis tout ça, puis là, bon, j'en passe. Mais c'est beaucoup de contact, des fois, dans les voyages. Une certaine ouverture d'esprit. Ça, c'est très bien ce que tu dis, là, l'ouverture. Tu es très curieux, comme ta nature est curieuse. Oui, j'aime beaucoup d'apprendre, de voir le monde, de parler. Et ça t'aide aussi, ça t'ouvre plein de portes aussi. J'ai besoin de faire 2-3 voyages par année, ça me prend ça, parce qu'autrement, je me sens, bon, que tu te... C'est tout pareil, là. Il n'y a pas de nouveauté. C'est ça, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de stimuler ce petit côté-là d'aventurier en moi.
Donc, c'est ça, les expositions, ça l'a commencé assez tôt, heureusement. Puis là, ça s'est développé beaucoup avec Art of Imagination. C'est ça, On en parle-moi de ce reparlera. projet. Ouais? C'est OK. toi le président depuis Déjà le départ, peut-être non? quelques années. Bon, Art of Imagination, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que C'est une société qui a été fondée dans les années 60 par Bridget Marlin, qui est native d'Angleterre, qui a été, elle, l'étudiante de Ernst Fuchs, qui est un grand maître de peinture que j'ai eu la chance de connaître, Mon Dieu, puis de parler un grand beaucoup maître. en Vienne. Il m'a d'ailleurs invité à peindre sur une église, puis tout ça, mais à l'époque, il avait le bras cassé, donc c'était un peu compliqué. Je voyais qu'il rêvait, puis il était tout animé de plein d'idées, mais que, bon, Et tout était là pour lui. son âge était quand même une limite à tous ces beaux projets-là. Mais toi, tu étais là Moi, j'étais pour l'aider, là. là-bas. Il est mort d'ailleurs l'année dernière. Bon, bref, c'est le grand... c'est un petit peu le grand tuteur là, de Art of Imagination. À quelque part, ton tuteur aussi, excuse-moi. Oui, c'est une personne vraiment inspirante qui m'a donné des bonnes idées, des bons conseils, puis qui est une personne vraiment positive quand je regarde un petit peu les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont pas très positifs. Non, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui sont même un petit peu obscurs. Lui, au contraire, naviguait quand même, parce qu'on a toute notre dualité propre, naviguait dans ces eaux-là. Mais il a su créer beaucoup, il a su faire des choses très intéressantes, puis surtout inspirer beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Okay. Donc, moi, j'ai eu connaissance d'Art of Imagination quand j'habitais à New York, en connaissant la Jean Giger, Oui, qui est un Giger. autre artiste. Que tu admires, n'est-ce pas? Oui, bien, surtout à l'époque, parce que quand j'ai commencé à l'époque à faire du airbrush, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, Oui. comme beaucoup de jeunes aussi. Puis, donc, c'est ça. En connaissant cet agent-là, il m'a parlé de ce groupe-là. Puis, j'ai adhéré à ce groupe-là probablement dans les années 2005. Puis, j'ai participé à plusieurs expositions, dont celle à Vienne. Bridget Marlin, ensuite de ça, était... parce qu'elle donne des cours sur la mèche technique, qui est une technique enseignée par Ernst Fuchs. Puis, elle donnait un cours, un séminaire, dans les environs de Montréal. Puis là, moi, je l'ai invitée. J'ai dit, ben Bridget, j'ai dit, tu peux utiliser mon atelier si tu veux, tu sais. Fait que viens donner ton séminaire dans mon atelier, ça me fait plaisir. Puis, évidemment, ça me donnait l'occasion de la connaître. Puis, en expliquant toute mon histoire, mon parcours, puis mes idées, puis surtout mon admiration pour son collectif d'artistes. Puis là, elle a quand même 80 ans à l'époque, peut-être qu'elle en avait 76, 77, quand je l'ai connue. Donc, elle a beaucoup d'expérience, toute une ouverture sur le monde. Elle veut partager ses idées, faire que les artistes aussi puissent exposer, puissent sortir du cadre de la galerie où ce que, évidemment, bon, il faut faire un certain genre d'art, il faut plaire aux galliéristes, il faut plaire à la clientèle, il faut faire beaucoup de compromis. C'est pas toujours facile pour certains artistes qui vont suivre peut-être la voie de l'imaginaire, parce que c'est une voie qui est très vaste. Et symboliste, il y a beaucoup de symboles. Oui, exactement. L'art visionnaire tire ses racines un petit peu du symbolisme, du surréaliste, puis de plusieurs mouvements comme ça, même qu'on peut aller encore plus loin. L'art primitif flamand, avec Bosch, avec Bruegel, puis tout ça. Donc, effectivement, même dans les civilisations anciennes... Exactement. Tout c'est là. Ça va avoir des choses hyper passionnantes, là, avec une imaginaire absolument fabuleuse, avec des formes, puis tout ça, des choses complètement incroyables. Donc, moi-même, je retire beaucoup d'inspiration de tout ça. Mais pour revenir à cette histoire-là, donc, je parle à Bridget Marlin de toute mon admiration pour elle, pour son collectif. Puis, bref... elle en vient, au bout de même pas 30 minutes de discussion, elle m'a proposé d'être le président de la nouvelle branche canadienne. Imagine-toi. Fait que moi, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est quand même fou, tu sais, je veux dire, j'avais peut-être 37, 38 ans, je me dis, bon, OK, c'est toutes des
des personnes qui ont quand même un certain Beaucoup âge, d'expérience, qui ont ça. beaucoup d'expérience. Bon, moi, c'est sûr, j'ai été à droite, à gauche, puis tout ça, j'ai fait toutes sortes de trucs. Ouais, puis t'es puis comme de les projets. bébés, là. Mais oui, je me voyais effectivement comme un bébé. C'est bon, vraiment, président de ça. Moi, d'ailleurs, au début, à un moment donné, j'ai dit non. T'étais mal à l'aise. Ouais, non, parce que c'est beaucoup de responsabilités. C'est une société qui, quand même, aujourd'hui, a plus de 600 membres sur la planète. Bon, là, il y a la branche européenne qui est la plus vieille. Il y a la branche américaine avec laquelle j'étais plutôt familière quand on allait faire des expositions aux États-Unis. Ouais, à New Jersey, New York, Chicago, tout ça. Puis là, donc, nouvelle branche canadienne. Bon, OK, c'est beaucoup de responsabilités, puis tout ça, mais quand même, j'ai aimé l'idée de relever ce défi-là. C'est intéressant parce que, évidemment, pour les contacts, pour d'autres expositions dans le monde, pour faire aussi des projets ici au Québec, tu sais. Développer un petit peu, justement, l'art de l'imaginaire au Québec. Et des nouveaux aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour notre société, des fois malade, puis des fois grise, puis sans trop d'espoir. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes ici qui sont un petit peu... oui, je vois qu'ils sont déçus. Oui, puis c'est normal parce que c'est... Il y a une amertume aussi. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas vraiment un cadre culturel qui supporte les artistes en art visuel. Puis il y a plusieurs formes d'art, par exemple, comme la sculpture. Bon, là, je me suis rapproché beaucoup de la fonderie Inverness, qui, eux aussi, ont cette idée-là de rendre la sculpture plus accessible avec l'événement Sculpture qui a fait sa 2e édition en 2015, puis qui va faire encore l'année prochaine. Donc, c'est avec des gens comme ça, moi, que j'aime collaborer, exactement. Ouais. Et là, tu vas exposer aussi... au Pérou, et puis ça continue tes belles histoires. C'est ça. On a eu une exposition à Paris, on a une autre qui s'en vient en Allemagne, un autre qui s'en vient en Angleterre, un autre à Seattle, puis il y en a une que j'organise avec l'École des beaux-arts de Cusco. Au Pérou. Pas n'importe quel les musées des beaux-arts. Cusco, s'il vous plaît, là. Ils ont des très, très bons artistes là-bas. J'en ai invité plusieurs à l'exposition au musée de l'Écomusée du Fier-Monde. Puis, ça m'a fait vraiment aussi plaisir Personnellement, je trouve que c'est une mission, moi, qui me fait vraiment vibrer, de sortir des artistes du Pérou qui sont absolument fabuleux, qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Et qu'on ne les connaît pas, malheureusement, mais grâce à toi et des échanges. Oui, c'est ça. Puis, moi, quand j'étais là-bas, c'était par hasard. Quand je marchais dans la rue, puis à un moment donné, j'ai vu « Oh, l'École des beaux-arts! » Oui, c'est ça, tu m'avais parlé un petit peu, c'est fascinant, là. Oui, c'est fou, parce que tu es à Cusco pour aller voir des trucs archéologiques des siècles en arrière. Puis là, qu'est-ce qu'on retrouve pas? Une école des beaux-arts. Mais savez-vous qu'on n'a même pas la chance ici d'avoir une école des beaux-arts? Quelle espèce je veux pas utiliser des gros mots, ça va venir, là, ça va venir. Qu'est-ce que c'est qui se passe au Québec qu'on n'a même pas d'école des beaux-arts? Bon, oui, il y a l'école dans les universités, puis tout ça. Mais toutes les techniques anciennes, puis tout ça, on les enseigne pas avec une rigueur, malheureusement. Puis moi, de voir ça, cette espèce de phénomène un peu étrange, comme dans les pays latins, ils ont encore ces traditions-là. Il y a cette tradition. Puis alors que nous, qui sommes supposés être une société moderne avec de la culture, nous, on a perdu cette tradition-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Bon, je sais un peu l'histoire du Québec avec le refus global, puis tout ça, de fermer les établissements peut-être conservateurs à l'époque. Il y avait leurs raisons, je comprends ça. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait peut-être bien de retourner un petit peu aux racines, puis d'apprendre aux artistes, de leur donner un bon métier, de leur montrer comment faire de l'huile, de la sculpture, des choses comme ça. Très important pour une société, pour son développement, son émancipation, puis aussi son éducation culturelle. Donc, en voyant ça, j'ai rencontré les directeurs la même journée
Puis, sans paperasse, sans bureaucratie, on a décidé de faire un projet d'interéchange culturel qui va durer encore... Ça, c'est Jean. Ça, c'est toi, là. Ça, c'est toi, là. Non, mais il n'y a pas de limite dans la vie, je veux dire. Il faut avoir faut y aller en avant. Et il faut Sinon, y croire là? aussi. Toi, tu crois, tu as la passion, tu as la persévérance, tu dis, j'y vais. C'est pas, pour toi, il n'y a pas d'impossible. Non. C'est ça qui est génial. Non. Puis moi, c'est ce que je trouve fascinant, c'est que dans certaines parties du globe, il y a encore moyen de faire des choses rapidement comme ça, immédiates. Puis, ça a marché. Ils ont envoyé des œuvres, imaginez-vous, de l'autre bout du monde. Bon, on les a mis sur les murs. Puis, aujourd'hui, ils sont toutes... Je suis allé les voir pour préparer l'exposition à Cusco. Puis, vous auriez dû voir la passion, puis de la manière qu'ils sont animés, ils sont vraiment complètement éberlués par ces projets-là, puis ils sont fantastiques. Et j'ai vu certains artistes qui sont venus pour l'exposition et ils étaient vraiment comme merci et puis émerveillés de pouvoir exposer. Écoute, Jean, le temps passe. Là, il faut qu'on aille à la pause. OK. Ne partez pas, revenez après la pause. Merci. Merci.